Ajdouline Zbahi, nouvellement élue députée européenne. Bravo. Merci. Alors, pour vous réveiller un peu, à 0,05%. Bravo. J'ai pris un siège à Reconquête. Merci. Bravo. Et j'en suis très heureuse. Et puis voilà, militante depuis 25 ans. J'ai fondé moi-même une coopérative dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais j'ai fait plein d'autres choses. Alors j'avais prévu une introduction très intelligente, avec plein de chiffres, très politiques, etc. Et je me suis dit c'est un peu dommage en discutant avec nos amis qui sont là. Mais je pense qu'il faut leur laisser la parole tout de suite. Ce que je vous propose, c'est un atelier en 2 parties en quelque sorte, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, alors je vais vous raconter comment on a eu l'idée de cet atelier. D'abord, je vous l'ai dit, j'ai fondé une coopérative et j'ai un ami là qui s'appelle François Marty, qui parmi mes plein d'amis, mais en particulier qui lui aussi a fondé une coopérative, va vous en parler. Et c'est un sujet qui me passionne. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une ambition qui a renouvelé sur la question de la manière dont on conçoit les politiques économiques et dont on doit assumer totalement et pleinement le fait que l'économie sociale et solidaire doit devenir une norme dans l'économie, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Et j'ai l'impression que sur ces sujets, face à une situation de crise, d'instabilité démocratique, économique, etc., on est un peu en retrait, on assume moins. Finalement, il faut être un peu plus gestionnaire et un peu moins rêveur. Alors que pour moi, c'est pas nous les rêveurs. C'est pas nous les utopistes. Nous, on est réalistes. Quand on prend l'économie locale qui se fait avec les salariés, avec les ressources du territoire pour répondre aux besoins des territoires, c'est là où on est dans le réalisme, parce qu'au contraire, l'utopie et plutôt l'illusion, elle est du côté de ceux qui prônent la croissance infinie et continuer le modèle actuel qui est destructeur pour toutes et tous. Donc une fois que j'ai dit ça, je vais vous raconter comment est née l'idée de cet atelier. C'est que pendant la campagne des européennes, j'ai fait une rencontre formidable. Je suis allée visiter avec Charles l'entreprise Duralex. Et ils m'ont tout de suite dit que après 20 ans où il y a eu 5 repreneurs, après plusieurs redressements, eux ils rêvaient de faire une scope. Et moi ça m'a mis des étoiles dans les yeux et dans le cœur. Et je me suis dit c'est formidable. Et du coup on ne s'est pas lâché depuis. Et ils ont réussi. Et dans pas longtemps, donc là ils ont créé leur scope. Et dans pas longtemps vous allez découvrir leur projet. Voilà. Donc ça on peut les applaudir. Du coup dans la première partie, ce que je vous propose, c'est d'écouter justement les salariés de l'entreprise Duralex. Donc je vais dire leur nom, c'est Souleymane El Moussaoui, que j'ai rencontré en premier lieu pendant la campagne européenne, Bérangère Pertuis et Laure Serrandon. Et ils vont vous expliquer comment ils ont eu cette idée, comment ils y travaillent aujourd'hui et ce qu'ils rêvent pour l'avenir. On va donner la parole ensuite à François Marty, qui lui a fondé la coopérative, qui était une scope, mais il va vous expliquer tout ça très bien. Les Chenley, vous allez découvrir, c'est formidable. Et ensuite, on va donner la parole à Pierre Laroutourou, qui va mettre en perspective aussi ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire politiquement, qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui, comment ça renouvelle notre projet et notre vision des politiques économiques. Et ensuite, je donnerai la parole à Charles Fournier, notre député du territoire, mais aussi spécialiste de ces questions de réindustrialisation, qui lui aussi va vous proposer une mise en perspective par rapport à ce qu'on peut proposer au niveau des politiques nationales. Et vous aurez ensuite la parole pour poser des questions, mais aussi contribuer à cette discussion. Je pense qu'on est dans un moment un peu particulier. Vous savez, ce matin, il y a ces fameuses auditions. On a peut-être l'opportunité de porter de nouvelles politiques publiques en France avec le nouveau Front Populaire, et que je pense que c'est l'occasion vraiment d'aller au bout de nos idées, de les porter pleinement et de les assumer dans toute leur intégrité. Et moi je crois que le modèle coopératif, et ils vont nous l'expliquer tout de suite, est l'avenir de ce qu'on peut espérer pour l'économie française et européenne. Alors je vous donne la parole, donc je ne sais pas par qui je commence, Souleymane ou Bérangère. Alors, je vous demande de les écouter attentivement. Moi, vous allez voir, ça dépote. Voilà, ça dépote. Voilà. Bon, Bérangère, je te donne la parole, du coup. Merci. Bérangère Pertuis, salariée de la société Duralex depuis 16 ans. Voilà, donc au cœur de l'histoire de Duralex depuis très longtemps. Un attachement particulier pour cette entreprise, et effectivement j'ai connu plusieurs repreneurs
qui ont voulu faire leurs preuves et au final qui ont abouti à ce qu'on est devenu aujourd'hui une SCOP. Pourquoi? Parce que les salariés se battent pour cette poule aux œufs d'or qu'on a entre les mains et qu'on a tous un attachement particulier à cette entreprise formidable française et on en a eu ras-le-bol d'avoir des dirigeants qui défilent, qui nous persuadent qu'ils sont les meilleurs et qu'ils y arriveront et qui au final aujourd'hui on a envie de démontrer que les salariés que sont au cœur de l'outil de travail connaissent l'outil de travail, savent comment faire fonctionner l'entreprise et que en se donnant tous la main on est capable d'y arriver. Donc voilà, on a misé tout notre cœur dans cette mission et les Duralexiens en fait vont se battre pour que ça fonctionne. Voilà. Bonjour, donc Laure, employée chez Duralex depuis 11 ans maintenant. Donc je suis responsable des ateliers de conditionnement. J'ai à ma charge 10 personnes, une équipe de 10 personnes. Et en fait, pareil, comme Bérangère, j'ai subi des redressements, donc 2 redressements judiciaires. Et sur le deuxième, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est que le repreneur qui était potentiel me séparait de 8 personnes de mon service. Donc la SCOP, pour nous, ça a été un gros challenge, mais aussi une opportunité de pouvoir garder tous les emplois. Parce qu'il y avait, combien? C'était 75 emplois. Il y avait 75 emplois de menacés. Donc la SCOP reprend tout le monde. On a réussi, on a gagné ce challenge et on sait que Duralex a un potentiel énorme, que c'est une entreprise qui, si elle est bien suivie, fonctionne, il n'y a pas de souci. Chaque personne connaît son job et qui mieux aujourd'hui des salariés qui connaissent leur outil de travail et qui savent comment travailler pour justement mener cette entreprise sur un long terme et qui puisse faire du bénéfice et avoir des ventes exponentielles en fait. Voilà. Merci. Donc, Suleiman, délégué syndical CFDT. La SCOP, c'est une idée qu'on a eue depuis plus de 3 mois. On y pense. Pourquoi cela? Parce qu'on voulait prendre notre destin en main. Il y en avait marre d'être à chaque fois géré par des incompétents, si je peux dire ça. Et surtout, nous, on savait qu'on pouvait réussir. Il y avait un potentiel énorme pour sauver Duralex. Et on sait très bien qu'avec toutes les équipes, si c'est bien géré, c'est une usine qui peut que fonctionner. Et surtout, on veut être un modèle pour beaucoup d'entreprises, une alternative. Au lieu que ce soit la liquidation judiciaire, on peut faire une SCOP. Et on espère qu'on sera un exemple pour pas mal d'usines en difficulté, notamment nos collègues de Poulain à côté, à Blois, qui sont en difficulté aussi. Donc on espère être un modèle, voilà. Merci à vous. Alors je vais vous poser des questions. Ils m'ont dit 15 minutes. J'ai dit mais si, 15 minutes c'est super. Ils m'ont dit c'est beaucoup. J'ai dit non mais on va poser des questions. Non mais j'ai une question moi. Quand on s'est rencontrés, je me souviens, vous avez évoqué ce projet de coopérative. Moi j'étais emballée parce que c'est vrai, 4 repreneurs en 20 ans, donc des gens qui promettent de remettre l'entreprise sur pied, puis finalement qui la mettent encore plus en difficulté. Et d'ailleurs dans ce projet de reprise en SCOP que vous avez monté, vous les salariés, il y avait en face de vous d'autres entreprises qui proposaient de reprendre. Et moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est que le projet de reprise par une entreprise privée était beaucoup plus soutenu par les pouvoirs publics. Alors, je ne parle pas de la région et de la ville, mais je parle par exemple de la BPI, donc la Banque publique d'investissement, que votre projet. Et même les moyens qui étaient dédiés à soutenir un repreneur privé, j'entends une entreprise privée qui voulait racheter Duralex, étaient colossaux. J'avais jamais vu ça, c'est-à-dire moi qui ai entrepris, je sais que j'ai eu des garanties d'emprunt auprès de la BPI, mais j'ai jamais eu 4 millions en fonds de roulement qui m'étaient donnés dès le premier jour de la reprise. Ça m'est jamais arrivé, j'aurais rêvé de les avoir. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous pour défendre justement face à ce repreneur privé? Encore une fois, on part de très très loin, nous, parce que justement, on trouvait qu'il n'y avait pas d'équité entre le privé et les salariés de la SCOP. Ils voulaient financer le privé à hauteur de 7 millions, et nous, on avait un prêt garanti de 3 millions. Et surtout qu'eux, ils prenaient de la casse sociale, que nous, justement, on prenait tous les salariés. Donc, encore une fois, on se posait des questions. Donc, voilà.
les soutiens qu'on a eus ont beaucoup joué quand même sur justement le dossier SCOP. On n'aurait pas eu ces soutiens-là, je ne suis pas sûre que la SCOP aurait abouti. Voilà. Enfin, régional. On a rencontré beaucoup de personnes de la région. Alors pour vous expliquer comment ça s'est passé, en fait, donc la Maison Française du Verre a fait un grand meeting au mois d'avril et 15 jours après nous annoncer, alors avec des prévisions jusqu'à 2030, hein, je vous refais le tableau, donc grand meeting, prévision jusqu'à 2030, tout va bien dans le meilleur des mondes, et 15 jours après on nous annonce qu'on est en redressement judiciaire. Donc là, gros coup de bambou derrière les oreilles. Et d'eux-mêmes, que ce soit la maire de La Chapelle, les représentants publics, sont venus d'eux-mêmes nous rencontrer pour nous montrer leur soutien. Et en fait, tout est parti de là. Voilà. La région Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire. François Bonneau. Et Jérémy Godet. Jérémy Godet. En fait, il y a eu un soutien, je le dis, hein, effectivement, du conseil régional et du maire, etc. Enfin, il y a eu des soutiens politiques assez en tout cas au niveau local, au niveau aussi des autres élus qui ont pu vous rencontrer. Et il y a eu beaucoup de travail aussi qu'on a fait de fond, je le dis aussi, pour mettre en lumière cette histoire, c'est-à-dire pour en parler à la presse, pas nous spécialement, mais faire en sorte de faire en sorte que la presse en parle beaucoup, pour pas que ça passe sous silence. Et ça, c'est très important de le dire, parce que l'opinion publique, une fois qu'elle est interpellée sur ces sujets, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont exprimé leur soutien, beaucoup de gens qui ont dit non, nous on aimerait bien voir, il y a une pétition aussi qui a été réalisée, etc. Et donc c'est intéressant de se dire que comment les clients, les consommateurs et les citoyens plus généralement peuvent être aussi un moment partie prenante d'une décision qui est très importante, puisque c'est préserver un outil de production et faire en sorte aussi de soutenir un modèle économique qui est beaucoup plus durable et en plus épanouissant pour les salariés, et ça vous en avez témoigné. Moi j'ai une question sur comment vous voyez l'avenir aujourd'hui de l'entreprise Duralex. Qu'est-ce que vous rêvez pour l'entreprise Duralex et qu'est-ce que vous entreprenez pour les prochains mois? L'avenir, c'est qu'on espère qu'il y aura plus de commandes. Encore une fois, on appelle tous les citoyens à acheter du Duralex, du Made in France surtout, et aussi les collectivités locales, territoriales, à acheter du Duralex. Voilà. Mais après, on sait qu'on a un potentiel. Actuellement, on tourne à une ligne, mais on sait qu'on peut tourner à 3-4 lignes d'ici 1 an, voire 2 ans. Parce qu'on compte embaucher des nouveaux salariés. Voilà. Charles Fournier. Il y a quelqu'un qui demande combien de salariés avant, peut-être 226. Non, moi j'avais une question. Il y a eu manifestement des erreurs de stratégie à répétition. Et donc vous, à la tête en tout cas, dans une coopérative, c'est quoi les éléments de stratégie que vous avez envie à ce moment de développer ou de quelle manière vous allez réorienter pour qu'on ne refasse pas la même histoire? Alors la priorité donc c'est de développer commercialement et niveau marketing, en fait réintégrer une équipe nouvelle pour aller attaquer les nouveaux marchés qu'on a pu perdre lors de la fusion avec les prédécesseurs. Ensuite, ça fait des années qu'on entend qu'il faut qu'on améliore un peu notre outil industriel, qu'on le modernise et qu'on puisse s'adapter avec les moyens techniques, s'adapter aux besoins des clients. Donc il est prévu d'acheter une machine qui puisse faire des produits en vrac pour adapter en fait le conditionnement aux besoins du client. Et puis après, dans la stratégie, c'est de réinvestir l'argent, la trésorerie dans l'outil industriel, d'éviter que les dividendes soient redistribués aux mêmes personnes, mais qui soient répartis entre les salariés associés qui s'investissent au quotidien dans le bien-être et l'avenir de la société. Et il est prévu dans notre business plan en fait qu'on devienne positif et qu'on puisse récompenser des salariés dans 3 à 4 ans. Et après on a un gros potentiel de lignes, comme disait Suleiman, c'est qu'aujourd'hui on a une ligne, on a quand même 5 lignes de production, donc on a un gros potentiel et l'objectif c'est d'atteindre ce volume de production pour pouvoir servir nos 140 pays. Et rattaquer vraiment les marchés CHR, donc café, hôtel, restaurant, qui ont été un peu mis de côté aussi avec les prédécesseurs.
qui ont voulu nous emmener sur des marchés qui n'étaient pas du tout notre cœur de métier. Et c'est pour ça qu'ils se sont bien pointés aussi. Et oui, dans les achats de matériel pour industrialiser Duralex, là déjà c'est, comme tu dis, la grosse machine qui aussi limite les déchets carton. Parce qu'on met tout en palette vrac. Et ensuite, quand ça arrive chez le client, il a une machine spéciale pour dépalettiser. Donc en fait, on a juste des couches de verre empilées. Et ensuite, lui, il récupère ça et il les conditionne chez lui. Voilà. J'en profite, je fais passer un message. On cherche à embaucher des salariés, justement, donc si vous connaissez du monde, n'hésitez pas. Et on cherche aussi des subventions pour acheter une nouvelle machine. Donc si vous avez de l'argent à donner, on est preneurs. Alors, faire les deux, être salarié. Alors, je pense qu'il y aura une ouverture, vous allez décider d'une ouverture au capital, de citoyens. Oui, des titres. Voilà, des titres citoyens. Donc, évidemment, on passera le message. Et quand vous recevrez le message, eh bien, vous cliquerez sur « Je souscris ». Ça aidera pour acheter la machine. Et puis, on va suivre, on va continuer à soutenir. Moi, vraiment, je vous remercie d'être là, très sincèrement. Je pense qu'il y aura des questions de la salle juste après. Et vraiment, on va continuer à échanger sur qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut devenir aussi une solution pour des entreprises en difficulté, des entreprises dont on a besoin et qui se voient reprises dans des conditions qu'on a décrites et qui parfois sont en dépit du bon sens. Et on le voit au travers de votre témoignage, c'est les salariés qui créent la valeur dans une entreprise. Et c'est eux qui ont aussi l'expertise et que c'est eux sur qui on peut s'appuyer pour garantir la durabilité d'une entreprise comme Duralex. Duralex, c'est de l'ex. Voilà. Si tu veux rajouter, vas-y. Juste rajouter, en fait, effectivement, étant devenu une SCOP, personnellement, je vois un peu les choses différemment dans la prise de décision, dans l'investissement personnel. Alors déjà, on est déjà très investis depuis des années, tous... tout duralexien, mais en fait là c'est encore différent dans la prise de décision, dans la façon de travailler. On se dit qu'on travaille pour nous et du coup on le fait encore avec encore plus de sérieux en fait et d'investissement personnel. Donc c'est ça qui est important puisque on y joue aussi notre avenir et voilà, ça c'est un peu important, c'est un petit changement, le fait d'être quelque part salarié associé de l'entreprise, quoi. On avait l'impression de se donner à 100% pour une entreprise qu'on adore, parce que c'est quand même une entreprise familiale. Ça va de père en fils, comme on dit. Le père travaille à Duralex, fait rentrer son fils, le fils fait rentrer son fils, et voilà. Et le couple aussi. Moi, dans mon service, j'ai 2 couples qui travaillent chez Duralex, donc le mari et la femme. Plus tard, on aura peut-être les enfants. Je serai peut-être plus chez Duralex, je serai peut-être à la retraite, mais ça va. Et voilà, c'est une entreprise vraiment qui nous tient à cœur parce qu'il y a vraiment une histoire familiale. Donc on se donnait à 100% pour des directeurs qui en face de nous n'avaient pas de reconnaissance en fait pour le travail qu'on fournissait. Et aujourd'hui, c'est ça qui change avec la SCOP, c'est qu'on va se donner à 100%, mais on sait que voilà, on travaille. Voilà, il y a plus de hiérarchie comme on a pu connaître. Donc on sait qu'on va travailler pour nous et au moins ce qu'on aura gagné, on l'aura vraiment mérité et ça nous reviendra à nous et pas à des gens qui sont là juste de passage pour prendre des sous et repartir. Voilà. Chaleureusement, il y aura des questions, vous pourrez poser des questions encore parce que je pense qu'ils ont plein de choses encore à partager. Je vais donner la parole, hop, je vais prendre le micro, voilà, il est arrivé tout seul, c'est de l'autogestion, vous voyez. Donc à François Marty, que je connais depuis très longtemps, il m'a dit, ne me présente pas, d'abord tu parles trop, t'es trop long, et en plus, non, plus sérieusement, il va se présenter lui-même, vous verrez. Il a lui-même cette longue expérience d'avoir entrepris courageusement au moment où peu le faisait et d'avoir montré l'exemple avec les chaînes. Plutôt que courageusement. Ouais, d'accord. Voilà, donc je lui laisse la parole tout de suite. Merci François. Voilà, on est dans un monde où plein de gens quittent l'entreprise pour se remettre à faire de l'écologie. Alors moi j'ai tout fait à l'envers. Donc je vais vous expliquer. J'étais un gamin en difficulté de la banlieue parisienne et ma sœur, voyant mes difficultés, m'a confié à des moines à l'âge de 17 ans, à Tamier, en Haute-Savoie. Et chez eux, j'ai appris que le travail était une solution, qu'étudier, c'était pas forcément chiant. Et j'ai appris un truc qui était avant l'écologie, qui existait déjà, qui s'appelait la nature.
Voilà. Et 3 ans après, je me suis retrouvé au Larzac. C'était la grande époque du Larzac où tout fumait, les fourgons, les gens, les chèvres, on n'a jamais su, mais on a des doutes. Et j'ai rencontré la femme de ma vie, qui est toujours la femme de ma vie, et qui venait d'une famille très bizarre. Ses parents étaient ouvriers agricoles dans les Ardennes avec 9 enfants, donc vous imaginez le train de vie. Et ils pouvaient se passer de manger, mais pas de lire. Mon beau-père parlait 4 langues. Et ils étaient tous sous dans la famille. Alors il y avait Michel, qui était facteur d'orgue, avec qui j'ai fondé Chenley. Ma femme, que ses frères appelaient la Grande Lotte. Et puis Pierre, qui s'est fait un peu virer de l'éducation nationale. Parce que dans les années 70, il faisait la méthode Freinet. Et dans les Ardennes, il emmenait les élèves, bon, alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, des avertissements. Et il leur apprenait l'arithmétique et l'algèbre dans les jardins ouvriers. Et il avait fait une revue pour ses enfants, et ma femme c'était son grand frère, il l'appelait la Grande Lotte, il y avait une Renéo, il avait fait une revue. Et quand il s'est fait virer de l'éducation nationale, il a fait une revue qui s'appelle La Hulotte, que je pense que pas mal connaissent. Oui. Et Pierre m'a beaucoup aidé. Oui, alors j'y suis pour rien. J'ai l'impression... Ça dit votre âge quand vous appelez. J'ai l'impression d'être le Roger Hanin de Mitterrand, quoi. Vous voyez, le mec qui fait les grosses conneries, voilà. Bon. Mais par contre, Pierre m'a beaucoup aidé parce que on est venu dans le Nord à la demande d'un prêtre déjanté à Calais s'occuper des premiers réfugiés et des loupards qui étaient à la rue. Alors comme les 4 fondateurs, on était des cancres, on savait une chose, c'est que les gens, si on ne les fatigue pas, ils sont pénibles. Et une fois fatigués, c'est mieux pour nous. Donc on a cherché un métier volumineux, fatigant et qui faisait du bruit, et on s'est lancé dans la palette en bois. Puis après, on a racheté une vieille scierie, puis on s'est développé. Et Pierre m'a beaucoup aidé sur comment, parce que c'est emmerdant des fois chez les écolos, il ne faut pas toucher un arbre, il faut ceci, il faut cela, on ne fait plus rien. Et nous, on avait besoin de bois, on a besoin de tout ça. Donc, comme Michel est facteur d'orgue, on a travaillé le peuplier, qui n'intéresse personne. Voilà. Alors, notre groupe aujourd'hui, j'y suis plus. Et il y a une dame formidable qui me remplace. Parce que nous, on n'a pas donné la place aux femmes, elles l'ont prise dans notre structure. Et même une fois, j'ai dit à ma femme, qui m'a bien consolé, j'ai dit, mais Anga, ça va se voir qu'elle est meilleure que moi. Et ma femme m'a tout de suite consolé. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tout le monde s'en est déjà aperçu. C'est pénal. Alors le groupe aujourd'hui, c'est 300 salariés, dont 220 d'insertion. On a réinséré à peu près 9000 personnes. Alors nous, on fait nos statistiques selon la police et pas selon les manifestants. Hein, c'est différent. Donc il y a à peu près 6000 personnes qui ont retrouvé du travail. Et on a 4 sites en France. Un site où on accueille des séminaires, où on fait l'alimentaire, etc. Je vais vous dire pourquoi c'est important après. Et 3 sites industriels où on fait de la palette, de la scierie et de la construction de maisons. Et on est dans le Pas-de-Calais, on est dans les Ardennes évidemment, et on est en Bourgogne. Et quand j'étais en Bourgogne, ça m'a consolé. Parce que quand même, les gens dont on s'occupe, c'est pas facile. Et on se disait, mais on se demande si à Calais, on n'a pas les RSA les plus cons du monde. Quand on a vu ceux de la Bourgogne, oh purée, on était consolés, vous imaginez. Excusez-moi de mon franc-parler, mais j'ai renoncé très tôt à une carrière de diplomate. Voilà. Et il s'est passé ensuite plusieurs choses dans ma vie très brutalement. La première, comme on est une communauté babacool et catho, il y a un cardinal qui s'appelle Oscar Rodriguez et Maria Dirga, qui est un hondurien, et qui venait dormir en France dans les communautés parce qu'il avait 2 contrastes sur lui. Un contraste de gauche et un contraste de droite. C'est-à-dire des équipes de tueurs qui étaient cherchés de flinguer. Donc il venait dormir en France. Et un matin, il me dit, François, puis il me donne $1. Il me dit, ça vaut combien? Ben, je lui dis $1. Et il dit, pour mon pays qui est dans la misère et pour toi, ça vaut $1. Mais pour ceux qui le font, ça coûte le papier et l'encre. Ça a été ma première leçon d'économie. Ensuite, j'ai fréquenté les écolos du Nord-Pas-de-Calais qui avaient pris la région, et notamment Guy Asquette, et je lui avais dit, mais c'est fou, quoi, avec des copains, on est en train de travailler un projet de loi, c'est à tous les types d'associations, tous les types d'entreprises, et il n'y a pas d'entreprise à but social. Et on a rêvé, avec plusieurs copains, de faire une entreprise à but social. Alors j'étais là dans mes discussions avec Asquette quand Chirac a fait une des solutions un peu hasardeuses. Et Guy s'est retrouvé député. Ouais, mais ça arrive. Ça arrive. C'est une tradition française. Voilà. Et Guy s'est retrouvé député. Et comme les écolos étaient bien emmerdants à l'époque, Guy a eu un rapport parlementaire à faire. Et les écolos n'étaient pas très compétents à l'époque. Je ne sais pas s'ils sont devenus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas terrible. Et donc, un rapport parlementaire, c'était un truc à faire avec un énarque, 30 pages, le Premier ministre, les petits fours et une étagère. C'était ça le sens du truc. Et Guy nous a fait faire un rapport à plusieurs copains de 400 pages de territoire, emploi et développement durable. Et on disait dans ce rapport que c'était complètement idiot de mettre des emplois jeunes dans l'environnement parce qu'on allait flinguer ce qu'avaient inventé toutes les boîtes d'insertion, tous les alternatifs,
Et tous les projets, on a fait ça avec Patrick Vivray aussi, pour dire, mais on décide que ni l'environnement ni les jeunes ne sont de richesse pour la nation. Donc Guy s'est retrouvé ministre, et il m'appelle un soir, et me dit, voilà, je suis ministre, etc., faut que tu viennes, trouve-moi un tel, etc. Et tout. Puis je vais voir mes enfants, je leur dis, vous savez, papa est conseiller ministre. Alors ils se sont foutus de ma gueule, mais alors, t'as eu le BEPC par ailleurs administrative, etc., etc. Et là, j'ai eu une parole historique qui passera à la postérité. J'aurais dit, la seule qualité qu'il faut pour être conseiller de ministre, tu peux noter, eh ben, c'est avoir un copain ministre, et puis c'est tout. Voilà. Et mon boulot, ça a été de faire ce que je rêvais, l'agrément solidaire. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est solidaire? Parce que pour la SCOP, c'est une petite vacherie, je vous disais comme ça, parce que moi j'étais 30 ans de PDG SCOP. Le statut, c'est pas tout, mais ça aide. Mais nous, on a très mal été accueillis par les SCOP au départ, parce qu'on était insertion. Alors déjà, pour les sociaux, on était des traîtres, parce qu'on faisait de l'économie. Pour les patrons, on était des guignols. Et pour l'union des SCOP, quand même, fallait des gens bien, quoi. Voilà, à l'époque. Maintenant, ça a changé. Et donc, on a fait l'agrément solidaire, et moi, ça me plaisait beaucoup. Alors, on s'est fait flinguer par Fabius. Alors, nous, on pensait qu'il était de gauche, et on a vite découvert qu'il était de Bercy, que ça n'a aucun rapport, quoi. Donc, l'agrément solidaire, nous, on voulait plafonner les salaires à 3 fois le SMIC. Fabius nous a dit non, 9 fois, sinon ça ne sera jamais pris, etc., etc. Et puis, après avoir fait l'agrément solidaire, alors moi, aujourd'hui, mais vous avez dû connaître ça quand même, puis les SCOP, les boîtes solidaires, vis-à-vis des banquiers, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Les boîtes classiques peuvent faire des truandages, des machins et tout, mais nous, on doit être plus pur que pur. Et puis, on n'a pas toutes les compétences au départ. Moi, j'ai une vie d'un compétent triomphant qui a vraiment tout traversé, quoi. Donc, on a fait les finances solidaires et la SIC, et puis la réforme des codes des marchés publics. Puis après, je suis parti, parce que je m'ennuyais de ma femme et de mes gamins. Et quand je suis revenu à la boîte, j'ai vécu un drame personnel que je souhaite à personne. Ça avait super bien marché sans moi. Je trouve que c'est une faute de goût. Au moins, j'aurais pu faire semblant. Donc j'ai repris mon camion, ma femme, parce que j'avais quelques scènes de ménage en retard. Et puis j'étais chercher des bois pour la série. Et ma femme m'a dit, parce que les femmes sont des emmerdeuses naturellement. On n'en parle pas chez les écolos, mais bon. Elle m'a dit, mais il faut que tu trouves une autre idée pour les pauvres. Et m'a rejoint à ce moment-là. Et ça, c'est ça qui est bien dans les boîtes solidaires. Il y a des grands cadres qui arrivent. Alors il y a Pierre Gaudin qui est venu. Le mec, il avait été patron du tunnel sous la Manche. Il avait conçu réalisé le métro de Copenhague. Il a divisé son salaire par 7, plus de stock option, plus d'intéressement. Il m'a dit, j'ai 40 ans, je suis un grand ingénieur. J'ai parfaitement réussi ma vie de gros con. Donc je vais faire quelque chose d'utile. Alors on s'est dit, c'est là que je vais terminer là-dessus, on va inventer le logement des bobos pour les plus pauvres. Donc, on a les carrières avec l'argile en terre crue à côté de chez nous, on a le bois de nos scieries, on a la paille, on a tout ça, et la commande, parce qu'il faut se méfier avec les ingénieurs. Moi j'en ai 14. Si vous voulez une définition d'ingénieur, c'est quelqu'un qui vous envoie dans le mur à peu près dans les délais. C'est à peu près ça. Il faut être très clair avec eux. Donc on leur a dit, voilà, on s'occupe des gens dont personne ne veut, donc on va prendre les matériaux dont personne ne veut, et l'écologie c'est la solution, mais on veut que les plus pauvres payent 3 fois moins de charges. Et puis non seulement vous allez concevoir les logements, mais vous allez concevoir les machines pour que les gens non qualifiés puissent le faire. Puisque en France, il y a le MEDEF est en train de râler qu'il ne trouve personne, mais il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, pour le MEDEF, pour être balayeur, il fallait avoir Excel et anglais deuxième langue. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu pendant la loi immigration, ils ont complètement fermé leur gueule. Parce qu'il manque vraiment de gens. C'est des vrais problèmes de société. Donc, on a fait nos premières maisons. Alors, déjà, on a été chercher un emprunt, on a été voir les banquiers. On leur a dit, vous allez rire, on va faire des maisons écolo qui ne sont pas aux normes, mais on voudrait un emprunt. Et ils ont ri, mais ils n'ont pas donné l'emprunt. Alors, on a pris... Ben oui. On a pris nos usines, les baraques de la communauté, puis on a été voir. On a fait une SCI, puis on a dit aux banquiers, vous savez, on a tel capital. Et là, tout d'un coup, on était beau, élégant, et on a eu des emprunts. Et quand on a fini nos baraques, avant de les faire, on a fait travailler les femmes des quartiers, puis les femmes de chez nous. Et les femmes de chez nous, elles ont demandé des trucs que les ingénieurs ne pensent jamais. Elles ont dit, nous, quand on rentre, nos logements sont dégueulasses, parce qu'on ne sait pas où mettre les manteaux, les bottes, les chaussons. On veut des vraies entrées. Puis nos gamins peuvent se casser la jambe si ça pouvait être complètement handicapé dès le départ. Puis après, si vous pouvez mettre des portes pleines dans les maisons, parce que nos enfants, ils entendent la télé, donc ils se couchent tard, ils sont crevés à l'école, etc. Enfin, ils ont demandé plein de trucs. Les vieux, ils ont demandé qu'il y ait une vitre
contre la porte pour savoir qui venait chez eux, etc., etc. Mais c'est un truc qu'on fait jamais. On parle d'écologie, mais si l'écologie n'est pas au service des gens, c'est pas de l'écologie, c'est du purisme. Et nous, c'est pas ça qu'on voulait. Alors on a fait nos premières baraques, et manque de peau, on est sorti 50% plus cher que les logements sociaux. Alors on s'est fait humilier par les bailleurs sociaux, parce qu'on a été les voir. Alors moi, j'étais moins susceptible que Pierre. Ils nous ont dit, mais les pauvres respectent pas ce qui est beau, et puis vos maisons sont tellement chères qu'à cause de vous, si on faisait du logement social comme ça, les gens seront à la rue, parce qu'on ne pourra pas les faire. Alors, ça m'a un peu énervé. J'ai fait un coup de Jarnac, j'en avais parlé à Cascoët avec Blandin. J'ai adhéré au MEDEF. Parce que je ne voyais pas pourquoi les mecs qui sont MEDEF, ils ont le droit d'ouvrir leur gueule. Alors, différence entre MEDEF et les écolos. Les écolos se mettent ensemble pour se foutre sur la gueule. Au MEDEF, ils chassent en meute, chacun pour leur gueule. Vous voyez, des fois, on devrait prendre quelques qualités du MEDEF. Et alors, au MEDEF, 3 mois après, je me suis trouvé administrateur du impôt sur le logement, et 5 mois après, je me suis trouvé au conseil d'administration de la SA d'HLM, qui m'avait humilié. Alors, c'est mon côté catho. La vengeance appartient à Dieu, mais quand on peut participer, il ne faut pas être. Et là, je me suis aperçu de gens super payés, qu'on n'avait rien à foutre des pauvres, qui regardaient à combien ils avaient de logements, qui étaient plus puissants, etc. Et là-dessus, on a été sélectionné en même temps que Terre de Liens par la Fondation Ashoka. Et on a fait notre foncier ensemble, on a dit on va devenir bailleur social. Alors on construit dans 7 régions en France, voilà. Et je vous parle de mon dernier projet, parce qu'on a fait 200 baraques actuellement. Alors comment j'ai financé le surcoût? Alors j'ai réinventé le socialisme français, matinée de Christophe Colomb. Vous connaissez? Non. Je sens que vous, la culture générale, hein, bon. Alors, vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Vous arrivez, vous ne savez pas ce que vous avez découvert, mais vous l'avez fait avec l'argent des autres. Alors, qui c'est les autres? Alors, qui c'est les autres? Eh bien, j'avais écrit la loi sur l'épargne salariale solidaire, et je me suis aperçu qu'elle ne marchait pas terrible. Donc, j'ai été voir les grands groupes, Schneider, Engie, BNP Paribas, j'aurais dit, vous savez, vous avez une obligation solidaire? Ils me disent, ouais, mais on ne sait pas comment ça marche. Enfin, j'aurais dit, venez chez moi, vous allez voir comment ça marche. Donc, on a levé un peu plus de 30 millions comme ça, et puis on continue actuellement. Voilà. Alors mon dernier rêve que je suis en train de faire, et dont Nazel Negron va être dedans, c'est la maison de retraite à l'envers. Alors le suspense est total, hein, dès qu'on dit un truc comme ça. Alors pour les plus pauvres. Donc en gros, on a commencé, à la fin de l'année on aura fait 50 logements comme ça. Vous faites des petits lotissements, vous prenez des gens qui sont pauvres, entre 60 et 65 ans, qui sont en logement social, et vous leur dites, on va vous mettre dans des logements écolos, vous aurez 3 fois moins de charges, c'est complètement équipé handicapé, on a l'électricité blindée, on pourra mettre un lit d'hôpital, une bouteille d'oxygène, un électrocardiogramme, et vous pourrez aller presque jusqu'au bout de votre vie. Point 1. Point 2, parce que je vous donne un chiffre qui moi me fait marrer tristement, c'est comme le réchauffement climatique. On a exactement la même chose que le réchauffement climatique avec le vieillissement de la population dans le monde. Et là, on est en plaine, et dans même pas quelques années, on va être directement à l'Alpe d'Huez dans le dur. Un chiffre, d'ici 2030, c'est dans 5 ans et demi, il y a 6 millions de personnes qui partent à la retraite en France. Et il y a à peine 3 millions de personnes qui arrivent sur le marché du travail. Alors nous, on est complètement cons, on fait une loi immigration. Georgette Melon, vous connaissez Georgette Melon, non? En Italie, Georgina Meloni. C'est quand même plus élégant comme ça, non? Elle a rouvert un couloir avec la Libye pour avoir des émigrés. Imaginez ces gauchistes de la FNSEA qui, entre les 2 tours des législatives, ont été voir Bardella et Le Pen pour dire « Déconnez pas, il nous faut 400 000 personnes dans l'agriculture ». Vous avez les Danois, les Suédois et les Finlandais qui ont mis en place des couloirs par rapport à la Malaisie, Indonésie, tous ces pays-là, et on va manquer de personnel. Donc, dans ces 2 murs qui nous arrivent, alors nos maisons, elles sont construites en bois, paille, argile, etc. Vous allez voir sur le site de la foncière. Elles sont adaptées déjà au réchauffement climatique, avec des hivers froids et des étés chauds, sans mettre la clim, et voilà. Et les gens chauffent pour à peu près 30 € par mois. Quand vous êtes une vieille dame et que vous avez 880 € de retraite, la différence entre le chauffage normal et 30 € par mois, c'est que vous allez au coiffeur, votre maison est belle, vous recevez vos petits-enfants, etc., etc. Et 3e point, de ne pas aller en maison de retraite sur 40 ans, avec les services qui vont rentrer normalement dans ces lotissements,
parce qu'on les a tous fait à côté des maisons médicales, c'est 800 000 € d'économie par logement. C'est rien du tout sur 40 ans. Mais vous multipliez ça déjà par 50, puis on va arriver à 100 l'année prochaine. Et si un jour tout le monde faisait ça... Et puis, quatrième point, nous, on s'occupe d'insertion. Si on disait aux gens dans l'insertion, dans le site où on les accueille, où ils font la cuisine, le ménage, l'accueil, l'hôtellerie, on a même une chocolaterie haut de gamme. Pour les investisseurs, c'est une arme de 3e catégorie. Hein. Ça, quand vous avez une chocolaterie, des investisseurs, ça les ramollit. Si on leur disait, vous allez torcher le cul des vieux, ils iront jamais. Si vous leur dites, mais vous savez faire le ménage, vous savez faire la cuisine, si on vous apprend à manutentionner les personnes âgées, si on vous apprend à enlever ce qui est anxiogène chez eux, ben, ça ne vous plairait pas de faire ce métier-là. Voilà. Et le 5e point, alors je ne sers pas de cobaye parce que je suis mature, moi, mais comment on va faire pour que les vieux arrêtent de râler? Parce que vous n'imaginez pas, et les gens des milieux populaires, j'ai parlé avec une stagiaire d'une maison de retraite, elle a mal mis le chausson, une vieille, elle a pris une baffe. Vous parlez avec les ambulanciers, les gens leur parlent comme des chiens maintenant. Vous parlez avec les aides-soignants, les infirmières, voilà. Et on est une société de violence, et les gens ne sont pas contents d'être vieux, d'être limités. Et comment on va faire pour que... alors je travaille avec Ciel Bleu, pour ceux qui connaissent, hein, je suis le trésorier de cette association-là. Comment on va faire pour que les gens les mettent dans des conditions où ils soient à peu près heureux? Comme à Nazel-Négron, on leur fait un jardin partagé. Alors tous les jeunes du quartier arrivent, parce que les jeunes, ils aimeraient bien faire un jardin, ils ne savent pas. Mais les vieux, quand ils désherbent, ça repousse 80 cm derrière eux, j'ai été mesuré, voilà. Et donc, comment on refait société pour vivre les vieux, les jeunes, etc. Et on s'aperçoit que dans nos maisons, à l'étage, souvent on met des familles, et en bas on met des vieux. Bon. Puis la mère de famille, quand elle va faire les courses en rural, bah, elle laisse sa gamine aux vieux. Bon, un gamin de 3 ans, vous ne comprenez pas. Mais les vieux, ils s'en foutent, ils sont sourds. Donc ça se passe très bien. Mais refaire lien dans la société, refaire lien parce qu'on construit presque partout en ruralité, là où les bailleurs sociaux ne vont pas, et comment on refait humanité. Alors je voudrais terminer là-dessus. Pour moi, l'économie solidaire, c'est pas être des purs. C'est au service des gens. Et on s'y connaît 10 fois trop en écologie, par rapport à ce qu'on se connaît en juridique, en financier, en fiscal. Et il faut que... voilà. Alors nous, on a 3 slogans chez Henley, je termine là-dessus. Un, on se la pète à mort. C'est l'écologie au service du solidaire. Ça fait vachement bien. On en a un deuxième. C'est Henley, c'est un très 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 gros pas pour nous, mais c'est un petit pas pour l'humanité. On en a un troisième. Déjà, ils sont pauvres. Et en plus, ils supportent nos incompétences. Voilà. Merci pour ces applaudissements. J'allais inviter à applaudir évidemment François. Vous allez pouvoir lui poser des questions après. Il a fait la transition, parfait. Il a parlé justement de politique fiscale, de politique, de législation, de la manière dont les politiques publiques peuvent encadrer, mieux soutenir équitablement les différents modèles économiques. Et justement, c'est une transition trouvée pour passer la parole à Pierre Larouturou, que je ne présente plus, que vous connaissez toutes et tous ici, et qui va nous parler justement de sa vision, lui, de la manière dont les cadres juridiques législatifs peuvent mieux soutenir et faire avancer ces modèles économiques. Merci Pierre. Merci, bonjour Merci à tous. d'être là. C'est compliqué de parler après François, qui merci beaucoup, tu mets la barre très haut et je suis pas réveillé. Non, c'est difficile de parler après toi et après les 3 amis de Duralex. Ça montre quand même que le combat, ça peut payer quand même. C'est assez génial. On est d'un moment où il y a de quoi s'inquiéter. On a l'impression qu'on n'a quand même pas des victoires tous les jours. Et voir le combat qu'il et elle ont gagné, ça fait du bien. Donc ce que tu disais tout à l'heure, et Pierre, qu'on a pris un petit café pour préparer c'est que voilà, on espère que Lucie Castet sera première ministre dans quelques jours, et on n'a pas beaucoup de temps pour montrer qu'on a vraiment des solutions. On n'a pas le droit à l'erreur. On a été soulagé de voir que l'extrême droite, on a barré la route, mais si on merdouille, si on n'arrive pas à être au gouvernement, ou si on merdouille, si on met 3 rustines qui claquent au bout de quelques semaines, ce sera pas très bon pour notre société. Donc on a tous conscience c'est en même temps un plaisir de se retrouver, on est tous souriants et souriantes, mais on a conscience qu'il faut avoir une vision globale. Donc tout ce qui a été dit sur l'économie sociale et solidaire, c'est super important, et je trouve effectivement que c'est dommage qu'à chaque fois que la gauche et les écolos sont au gouvernement, qu'on en fasse si peu, qu'il y a encore des choses à faire, même si avec Guy, avec voilà. Donc moi
j'applaudis tout ça, j'approuve et je suis là pour montrer qu'il y a aussi d'autres leviers sur lesquels agir. Premièrement, éviter des délocalisations massives et arrêter d'être naïf là-dessus. Les Américains ont mis presque 400 milliards sur la table, ce qu'on appelait l'Inflation Reduction Act. Joe Biden, on nous avait dit que c'était un petit vieux qui allait dormir, mais il s'est quand même parfois réveillé de façon assez efficace. Et il y a 2 ans, ils ont mis 400 milliards de subventions sur la table, 400 milliards de dollars qu'on a. Donc là, j'ai sous les yeux pourquoi la plus grande usine de modules de panneaux solaires va quitter l'Europe. C'est la plus grosse usine qui était installée en Allemagne depuis quelques années, pas très longtemps, et elle était très efficace. Et bien ils ferment les portes et ils vont aux États-Unis parce que les subventions sont énormes. L'autre jour, je voyais un mec du CEA qui disait que c'était en Europe qu'on fait le plus de brevets sur les questions d'hydrogène, le nouveau photovoltaïque, mais il faut être débile pour rester en Europe parce que les subventions qu'on vous donne, ça divise par 4 le coût de production pour l'hydrogène vert, par exemple. Je ne dis pas que l'hydrogène est la solution à tout, mais pour faire 1 kg d'hydrogène vert, c'est à peu près 4 $ de coût. Et bien Joe Biden vous donne une subvention de 3 $ par kilo. Ça divise par 4 les coûts de production, c'est automatique, ça n'est pas à rembourser et c'est pendant 10 ans. Tandis qu'en Europe, on me dit, oh là là, c'est une bonne idée, mais vous savez, j'étais député européen jusqu'à il y a 1 mois et ça fait 2 ans qu'on est incapable de répondre à ça. Pourquoi? Parce que Bruno Le Maire ne veut pas d'une taxe sur la spéculation et donc on ne sait pas comment trouver de l'argent pour garder notre industrie. C'est une première chose avant de créer des nouveaux emplois, il faut en même temps aller vers des scopes et tout ça. Voilà. Donc j'espère que Lucie Cassé sera première ministre dans quelques jours et j'espère qu'on aura un ou une nouvelle ministre qui, contrairement à Bruno Le Maire, dira oui, on peut mettre en place une taxe sur la spéculation. On aurait chaque année 60 milliards. Les 400 milliards, c'est sur 10 ans aux États-Unis. Et dès le 8 octobre, il y a un conseil des ministres des Finances à Bruxelles. Et si la France qui était le seul pays qui bloquait pour la taxe Tobin, la taxe sur la spéculation, si on a un gouvernement avec la gauche et les écolos, et bien dès le 8 octobre, on peut dire bonne nouvelle, on met en place cette taxe. Ça ne réglera pas tout, mais ça avancera. Un autre sujet sur lequel il faut avancer, c'est évidemment le partage du pouvoir. Ça change tout dans l'entreprise quand c'est les salariés, mais c'est aussi le partage du travail en tant que tel. Ça ne nous rajeunit pas, mais ici, je vois des têtes, des copains et copines avec qui, depuis 30 ans, on milite pour la semaine de 4 jours. Bon, il y a ceux qui sont battus pour les droits des femmes, ont milité pendant 50 ans, donc on sait qu'il y a des combats qu'il faut mener pendant longtemps, mais ça serait bien si on arrivait effectivement à reparler de la question du temps de travail. Aujourd'hui, c'est une aspiration qui est massive. Il y avait à la une de Politis, il y a quelques semaines, une enquête qui disait que 77% des gens voulaient passer à 4 jours, parce qu'en même temps, la plupart d'entre nous, on veut un vrai boulot, si possible intéressant, correctement payé, où on a des responsabilités, donc en même temps un vrai boulot, et en même temps du temps pour sa vie perso, parce que le Covid a fait bouger les lignes, et que tout le monde se dit, après tout, j'ai qu'une vie, j'ai envie d'être heureux. Avoir du boulot, c'est important, mais j'ai aussi envie d'avoir du temps et ne pas attendre à la retraite pour avoir du temps pour ma vie perso. Donc il y a l'entrée, pourquoi parler de la semaine de 4 jours, pourquoi vouloir relancer la négociation, si on arrive aux manettes dans quelques jours, c'est d'abord pour vivre mieux, chacun de nous n'a qu'une vie, mais c'est aussi parce qu'il y a quand même un chômage et une précarité catastrophique dans ce pays. On n'en parle pas beaucoup, mais j'ai regardé les chiffres hier dans le TGV pour actualiser les chiffres. Aujourd'hui, il y a 5 400 000 hommes et femmes inscrits à Pôle emploi. 5 400 000. Et l'autre jour, il y avait un papier d'un Libé pour dire panique au ministère du Travail, la réforme que Gabriel Attal a voulu faire passer pour dire aux gens au RSA, vous êtes tous des gros fainéas, on va vous obliger à vous inscrire à Pôle emploi pour vous obliger à chercher un boulot, comme si les gens au RSA étaient tous des glandeurs qui étaient contents d'être au RSA. Mais du coup, petit problème, il y aura 7 millions d'inscrits. Pourquoi la panique au ministère du Travail? C'est qu'ils se rendent compte qu'en mettant en place cette obligation pour les hommes et les femmes au RSA de s'inscrire à Pôle emploi, il y aura 7 millions d'inscrits au 1er janvier à RSA. À Pôle emploi. 7 millions, voilà. On nous avait dit le chômage, Bruno Le Maire a créé 8 millions d'emplois, il n'y a qu'à traverser la rue et tu trouves du boulot. Mais finalement, il y aura quand même ce chiffre monstrueux de 7 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Et je pense qu'il y en a ici qui sont à Pôle emploi ou qu'il y en a dans nos familles. Voilà. Donc quand il y a 7 millions d'hommes et de femmes qui sont soit complètement au chômage, ils ne sont même plus au chômage, ils sont tombés au RSA ou dans d'autres systèmes, soit ils ont des boulots merdiques et ils cherchent un vrai boulot, il faut quand même se demander comment est-ce qu'on peut créer des emplois. Et il n'y a pas une seule solution, mais la question du temps de travail est importante pour ces 7 millions de personnes, et aussi, désolé de faire un peu d'économie, mais parce que quand il y a 7 millions de gens dans la mouise, ben ça tire tout le monde vers en bas. Dans le premier bouquin que Thomas Piketty avait fait avant d'être célèbre, Thomas Piketty avait montré comment dans tous les pays occidentaux, ce qui va au salaire par rapport
à ce qui va aux bénéfices, n'a jamais été aussi bas. Ça, je ne sais pas si vous voyez la courbe, c'est dans tous les pays occidentaux. Ce qui va au salaire et aux cotisations de sécu par rapport, en gros, à ce qui va aux bénéfices, c'était en gros, voilà, ça c'est pour chaque pays, ça c'est en moyenne pour tous les pays de l'OCDE, c'était 67% de la richesse nationale, 67% qui allait aux salariés et aux caisses de sécu il y a 30 ans. Et puis la peur du chômage est dans toutes les têtes. Si tu n'es pas content de ton salaire, tu peux aller voir ailleurs. Il y en a qui seraient contents d'avoir ton job. Donc il y a plus grand monde qui est capable de faire le bras de fer pour avoir une augmentation. Donc petit à petit, dans tous nos pays, ce qui va au salaire diminue. Et c'est une décrue colossale. Donc Thomas Piketty disait, c'est 10% du PIB, 10% du PIB qui aurait dû aller aux salariés et aux caisses de sécu et qui vont pour les bénéfices. Et Thomas rappelait que la dernière fois que la gauche avait fait une grande réforme fiscale, c'est quand Mitterrand et Pierre Mauroy arrivent en 81-82. Il y a des mois d'engueulade à l'Assemblée et Pierre Mauroy et la gauche font passer une réforme fiscale qui a fait gagner, waouh, champagne pour tous les salariés, 0,3% du PIB. Donc la dernière fois qu'il y a eu une grande réforme fiscale de gauche, l'ensemble des salariés ont gagné plus 0,3. Et sans un mot, Thomas Piketty disait la peur du chômage, le chômage qui est dans toutes les têtes, nous a fait reculer 30 fois. La peur du chômage a fait une contre-réforme qui est 30 fois plus importante. Donc évidemment, si on veut lutter contre le chômage et contre la précarité, c'est d'abord pour les 7 millions d'hommes et de femmes, c'est pour leurs enfants. Tu parlais des enfants qui sont... Voilà, la première cause d'échec scolaire, on peut réfléchir, et c'est un sujet important sur quelle est la meilleure méthode pour allumer l'intelligence des enfants, pour leur apprendre à lire et à écrire. Mais la première cause d'échec scolaire, c'est la situation d'exclusion sociale des parents, il n'y a aucun doute. Donc voilà, et tout le monde est tiré vers en bas. Au total, on avait fait, dans un bouquin qu'on a fait avec Rocard, tout le monde a peur de passer pour un vieux gauchiste quand on parle du partage de la valeur ajoutée. Mais donc, on a fait le calcul avec Michel Rocard, qui n'était pas un vieux gauchiste. Il était un peu vieux, mais ça nous arrivera à tous, mais pas gauchiste. Et voilà, on a montré qu'au total, c'est 150% du PIB. Quand ce qui va au salaire et aux cotisations de sécu baisse de 10% du PIB, en 30 ans, on a tous appris à l'école à faire la surface d'un triangle, c'est 150% en cumulé, 150% du PIB qui aurait dû aller à monsieur et madame tout le monde et aux caisses de sécu et qui sont partis pour l'essentiel vers les marchés financiers. Donc c'est pas un enjeu mineur, y compris pour en demander pourquoi. Donc comment on sort du chômage et de la précarité? Est-ce qu'on peut compter sur la croissance? Et c'est un débat qu'on a y compris à avoir dans nos rangs. L'autre jour, j'ai vu un copain qui est au PS, un mec pour qui j'ai de l'estime, mais qui disait la priorité, c'est que Lucie Castet soit à Matignon pour relancer la croissance. Ouais. Les amis, est-ce qu'on peut juste... Non mais vraiment, en plus ce gars-là, j'ai de l'estime pour lui, mais là je me suis dit non, on voit bien que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas pris une heure pour réfléchir à l'emploi. Je suis désolé, mais quand j'étais au PS, on avait essayé de relancer un peu. Est-ce qu'on peut prendre 3 mois pour réfléchir au lieu de juste taper sur la droite? C'est bien de taper sur la droite, mais ça suffit pas pour faire une réflexion collective. Donc, est-ce qu'on peut compter sur la croissance? Voilà l'évolution de la croissance en Allemagne. Voilà, pour montrer la locomotive allemande depuis 50 ans. Voilà. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de petits... Je n'ai pas le temps d'être trop long, mais y compris en Allemagne, le fait qu'on a accepté les petits boulots. Donc, quand vous avez 6 millions d'hommes et de femmes qui ont les petits boulots à 530 € par mois, des petits boulots à 10 heures par semaine, c'est compliqué pour ces 6 millions de gens de vivre dignement et c'est compliqué pour eux d'acheter une Mercedes. Donc on voit comment le chômage, la précarité foutent en l'air des familles, mais aussi une des raisons pour lesquelles la croissance... Voilà. Donc compter sur la croissance, je fais la version courte, c'est stupide. On peut dire aussi pourquoi la croissance maintenant devient dangereuse, mais même miser sur le retour de la croissance, quand on voit l'évolution même en Allemagne, c'est juste stupide. Donc si on comprend que la croissance n'est pas la solution, il faut en arriver à la question du temps de travail. C'est l'ami Daniel Cohen qui est mort il y a quelques mois, hélas, mais il y avait un grand papier dans Alternative Éco il y a quelques années qui disait quand on parle de désindustrialisation, c'est le débat qu'on a eu hier, on parle beaucoup de désindustrialisation, mais qu'est-ce que ça veut dire la désindustrialisation? Et Cohen disait, comme aux États-Unis, c'est Robert Reich dans 5 minutes du travail qui disait en fait, quand on parle quand on croit que le seul problème ou le principal problème, c'est la désindustrialisation, c'est tout ce qui part en Chine, on se trompe de diagnostic. Et c'est gênant de se tromper de diagnostic parce qu'il y a peu de chances qu'on trouve la bonne solution. Et donc, Cohen, comme Robert Reich, montre évidemment, il faut réguler le commerce mondial. Évidemment, c'est stupide d'avoir laissé rentrer la Chine à l'OMC et de laisser la Chine ne respecter aucune des règles sociales. La Chine avait signé 22 conventions sociales pour avoir le feu vert pour entrer dans l'OMC. La Chine avait signé 22 conventions sociales sur les salaires, sur les droits des travailleurs, tout ça. Et elle s'en fout, elle n'en respecte aucune, et l'OMC s'en fout et regarde ailleurs. Donc évidemment, il y a un problème de réguler sur les questions de commerce, sur les questions de climat, de biodiversité, de droits des salariés. Mais globalement, le problème n'est pas la mondialisation. Par exemple, aux États-Unis, on voit que la production industrielle sur le territoire américain, malgré les délocalisations, a quand même augmenté de plus 80% en 30 ans. On produit 80% de plus sur le territoire. Et c'est pareil en France, en Europe. Mais avec les gains de productivité,
avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens, avec les robots, avec les machines à commande numérique. Vous avez des lignes et vous allez investir dans des lignes encore plus efficaces. Voilà, parce que donc on produit 80% de plus avec 30% de travail en moins. Et ça, c'est bien de le dire, c'est pas qu'on soit de gauche ou de droite, c'est juste la réalité. Le problème, c'est que la plupart de nos dirigeants, un mec comme Gabriel Attal, comme Emmanuel Macron, n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise, donc ne savent pas, ne connaissent pas la métamorphose du travail qu'on vit depuis 30 ou 40 ans, mais on vit une double révolution. Des ordinateurs, des commandes numériques partout, et en France, on a multiplié par 8 le nombre d'étudiants qui font des études après le bac. Autrefois, c'était juste un tout petit nombre de gens qui pouvaient faire des études supérieures. Maintenant, c'est quand même colossal et c'est génial. Depuis 40 ans, on a multiplié par 8 l'accès à la formation après le bac, plus la formation continue. Donc cette double révolution technologique, les robots, les ordinateurs et intellectuels, la formation, fait qu'on produit presque 2 fois plus avec 30% de travail en moins. Donc ça, c'est indiscutable. On a globalement besoin de 30% de travail en moins. Donc ou bien on laisse 30% de gens dans la mouise, ils sont à 0 heure par semaine ou avec des petits boulots, ou bien on est capable de relancer la négociation. Et c'est quand même pas une idée totalement originale. Il y a un siècle, tout le monde travaillait 7 jours sur 7. On est passé de 7 jours à 6 jours. On est passé de 6 jours à 5 jours. On a interdit le travail des enfants. On a des congés payés. En France, ça ne s'est jamais fait spontanément. On est un des pays où c'est le sujet le plus difficile. En 1906, il a fallu que l'Église et la CGT se mettent ensemble pour avoir un jour de repos le dimanche. Il a fallu que l'Église et la CGT, ils n'étaient pas tous d'accord sur ce qu'on fait le dimanche matin, mais ils ont fait des grandes manifs communes. Et à l'époque, le patronat disait les ouvriers vont se mettre à boire, ils ne seront plus capables de travailler. Quand Henry Ford, le patron des industries Ford, des automobiles Ford, passe à la semaine de 5 jours, il explique qu'il passe cette industrie à 5 jours sans baisse de salaire, et il se moque en disant il n'y a qu'en France qu'on pense que les ouvriers vont se mettre à boire et seront moins efficaces au retour. Moi, je vois qu'après 2 jours pour se reposer, ils sont beaucoup plus efficaces. C'est pareil quand il y a des congés payés. Même Léon Blum ne croyait pas aux vacances. Vous ne trouverez aucun discours, aucun tract du Front populaire, du premier Front populaire. Léon Blum pensait que c'était pas possible de passer aux congés payés. Et c'est le peuple qui met Léon Blum au pouvoir. Et c'est le peuple qui, joyeusement, est dans la rue pour dire on veut des congés payés. Et la plupart d'entre nous, on est très contents aujourd'hui d'avoir des congés payés. Et le secteur du tourisme est le premier secteur d'activité devant l'industrie en France. Donc même du point de vue économique, c'est très bien d'avoir obtenu les congés payés. Donc je finis en disant oui, la semaine de 4 jours, c'est pas, beaucoup de gens disent que c'est moi qui ai lancé le débat il y a 30 ans, c'est faux. Juste 24 heures avant que nous, on lance notre offensive avec Michel Rocard et quelques copains, c'est Antoine Riboud, le patron de Danone, un grand patron qui a créé BSN Danone. C'est Antoine Riboud qui est la une du Monde sur 5 colonnes, il faut descendre à 32 heures sans étape intermédiaire. Avec quel financement? L'idée, c'est que si l'entreprise passe à 4 jours, 32 heures, et qu'elle crée au moins 10% d'emplois, c'est fondamental. Si l'entreprise passe tout le monde en moyenne à 4 jours, 32 heures, et qu'elle crée au moins 10% d'emplois en CDI, des vrais emplois, elle arrête de payer l'équivalent des cotisations chômage. Parce que heureusement, on est dans un pays qui ne laisse pas les chômeurs dans la rue, et heureusement, il y a un système social, donc on met des dizaines de milliards pour aider les chômeurs, pour aider les gens au RSA, pour éviter la catastrophe. Et donc l'idée d'Antoine Riboud et de la CFDT à l'époque, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas activer une partie des dépenses de chômage avec un contrôle très strict, contrairement au CICE, contrairement à toutes les baisses de cotisations qu'on a données depuis 30 ans sans aucune création d'emploi. Là, le système est simple à mettre, à négocier dans l'entreprise, est simple à contrôler. Il n'y a pas d'exonération s'il n'y a pas au moins 10% d'emplois en CDI. Et on a obtenu la loi de Robien, je finis là-dessus, je te rassure. On a obtenu la loi, voilà. On avait fait le tour de France, et je pense qu'il faut relancer cette négociation avec une nouvelle loi de Robien, en disant aucune obligation, mais toutes les entreprises qui voudront passer à 4 jours, 32 heures et qui vont créer des emplois auront l'exonération. Ça, c'est l'accord de financement. Vous pouvez, chez Maminova, une entreprise qui fait des yaourts, qui vend du yaourt et de l'emmental chez Carrefour et dans les centres Leclerc, donc ils ne pouvaient pas augmenter de 1 centime les coûts de production. C'est 800 salariés, donc 80% qui sont à la CFDT, ça aide dans le rapport de force. Eh bien, ils sont tous et toutes passés à 4 jours, 32 heures, pas 1 centime de baisse de salaire, pas 1 centime de baisse de salaire, mais 15% d'emplois en CDI. Et voilà, ça c'est l'accord de financement qui a été signé par les partenaires sociaux chez Maminova. 15% de CDI en plus, et l'exonération donnée par la loi de Robien qui fait que le prix du yaourt n'a pas augmenté. Les salaires n'ont pas du tout diminué, pas du tout de baisse de salaire, 15% d'emploi, 120 personnes qui sont embauchées en CDI, ça fait du bien, et pas 1 centime de plus pour le prix du yaourt. Les clients n'ont pas vu la différence. On a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours, des grandes comme Maminova, mais des petites. Si vous allez à Pau ou à Bayonne acheter une chocolatine ou une tarte aux fraises, ceux qui font le contrôle bactériologique, c'est une entreprise qui s'appelle Abiocé, qui est aussi passée à 4 jours. Donc on a des exemples partout, une agence de pub, un cabinet d'avocats, une structure de métallique, et on sait qu'au total, on pourrait créer 1 600 000 emplois si tout le monde passait à 4 jours avec ce
de financement. Donc les grands leviers pour créer des emplois, c'est éviter les délocalisations, mettre en place des scopes, on sauvegarde de l'emploi au lieu d'être dans une logique capitaliste. Et les deux grands leviers pour créer, les grands leviers, c'est la semaine de 4 jours, on peut créer 1 600 000 emplois, une vraie stratégie sur le climat et la biodiversité, si on met des financements sur la rénovation thermique, les transports en commun, on peut créer 900 000 emplois. Et dans les services publics, tous nos services publics manquent d'emploi. Je finirai en disant juste que changer le travail, c'est aussi le contenu du travail, pardon si je suis trop long, est beaucoup moins drôle que François. Je vérifie que je n'ai déclenché aucun rire, donc François, tu me donneras tes secrets. Ouais, maintenant par gentillesse, mais ça fait un peu, s'il vous plaît, un peu de rire à la fin du débat. Non, mais juste, c'est aussi, ça change le contenu du travail. Le directeur de l'usine, chez Maminova, le directeur passe lui aussi à 4 jours. Donc il y a des trucs qu'il donne à son numéro 2, mais le numéro 2 est lui aussi passé à 4 jours. Donc on crée un poste de cadre, on embauche un jeune ingénieur et on va jusqu'aux ouvriers. Il y a un jour où le contremaître n'est pas là. Et si les clients appellent, parce qu'ils veulent une tonne de yaourt une tonne de yaourt à la cerise pour le lendemain, les ouvriers ne peuvent pas répondre, le contremaître est en RTT, rappelé lundi. Donc il y a eu un plan de co-investissement formation qui fait qu'on a enrichi le travail des ouvriers. Il y a encore des contremaîtres, mais le travail des ouvriers est plus intéressant qu'avant. Donc on travaille moins, mais pour beaucoup, le travail est plus intéressant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand la CFDT a demandé le bilan au bout de 2 ans, le médecin du travail a montré comment il y avait vraiment une vie meilleure. Le travail est plus intéressant, il y a du temps pour vivre, et on voit comment l'absentéisme recule, ce qui fait aussi que c'est bon pour le... Voilà, donc c'est pas seulement un problème de thermostat, baisser le temps de travail, c'est améliorer le contenu du travail, avoir du temps pour vivre, et là c'est un vrai projet, parce que c'est aussi un vrai sujet, comment aider les gens à s'impliquer dans la vie associative, dans la vie politique, parce que sinon il y a le risque, ce que disait Huxley, c'est qu'en l'an 2000, Huxley disait en l'an 2000, tout le monde travaillera 30 heures par semaine, mais beaucoup de gens passeront le temps libre à regarder des pubs et des pornos en buvant du Coca-Cola. Donc j'ai rien contre les pubs, j'ai rien contre le porno, je bois parfois du coca, mais ça ne fait pas un projet de société. Donc je pense qu'il faut que la gauche reparte de la semaine de 4 jours, mais avec un vrai projet de société. Merci. Merci Pierre. Pour la réduction du temps de travail, pas du temps de ces interventions, vous l'aurez noté. C'était un vrai défi aussi de pouvoir rappeler un peu ces 3 grands leviers en si peu de temps. Tu voulais ajouter un mot? Oui, juste une petite réaction sur ce qu'il dit, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça qui est sympa. C'est que la vraie question, c'est pas la croissance, c'est dans une part de marché, qu'est-ce qu'il y a comme part humaine et de travail. Je prends un exemple idiot. Dans nos métiers du bois, presque tout le monde a pris ses bois il y a 15 ans en Ukraine et en Russie. Donc les camions de bois arrivaient, tu avais le déchargement, 3% de part humaine. Nous, on a fait un vrai choix qui était vachement difficile au niveau économique, c'est de garder nos scieries. Et dans le même mètre cube, il y a 60% de part humaine. Donc je pense qu'on n'est pas assez intelligent sur la croissance. Je voulais dire ça. Deuxièmement, nous on a fait la loi de Robien, on a créé 60 emplois. On s'est pris un redressement URSSAF sur les entreprises d'insertion. Il ne faut pas oublier que réglementairement on est en France. Voilà, c'est la chose que je voulais dire. Et troisièmement, attention, à chaque fois qu'on fait des lois, le MEDEF, ils ne sont pas idiots. À chaque fois qu'on augmente les trucs, ils automatisent, même si c'est imbécile. Et donc on est dans ce débat-là, qui n'est pas forcément l'idéal parfait, mais il faut qu'on tienne compte de tout ça. Et en fait, c'est la noblesse des entrepreneurs de faire de la part humaine. Et c'est peut-être là que le solidaire, le social, etc., on a une vraie valeur ajoutée, qui est peut-être un peu moins idéologique, mais qui est plus concrète. J'ai terminé. Merci. Alors, pour terminer, avant de vous donner la parole, je vous rassure, Charles Fournier, justement, va aussi mettre en perspective par rapport à ce que nous pouvons porter politiquement à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Merci Majdouline. Alors d'abord, je voulais féliciter les Duralexiens. Vous dites, alors moi je disais les Duralex, pour ce que vous avez fait en peu de temps. Et puis dire que c'est la première entreprise que Lucie Castet, future première ministre, a visité cet été. Et ça quand même, ça dit quelque chose des choix qui pourraient être faits si elle est demain première ministre. Deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est sympa de revenir dans ce dôme, mais c'est pas comme hier soir. Il y a un petit peu moins de monde le matin, mais c'est sympa. Il y a les meilleurs et il y a ceux qui se lèvent tôt. Et donc c'est extrêmement sympa. Alors, l'atelier parle de la réindustrialisation, il parle de la relocalisation, et tu nous demandes de mettre en perspective, donc je vais un peu tirer des fils autour de ça, même si Pierre l'a dit, la désindustrialisation qui est souvent présentée comme la catastrophe qui a touché notre pays plus que d'autres, elle est aussi le fruit d'une augmentation de la productivité, tu l'as dit, et donc du coup de la réduction des emplois, c'est-à-dire qu'on fabrique beaucoup de biens mais avec moins d'emplois. Néanmoins, de nombreux territoires dans notre pays ont connu
et ont vu cette désindustrialisation quand on a créé des déséquilibres absolument incroyables entre des territoires qui gardent de l'activité productive et des territoires qui n'en ont plus du tout, qui deviennent des territoires de distribution. Je peux vous dire qu'ici, quand on est là ou quand on habite dans la Picardie, on voit plus beaucoup d'usines. Par contre, on voit beaucoup d'entrepôts XXL qui assurent de la distribution, participent du commerce international et que les nouveaux ouvriers sont ceux qui travaillent dans ces entrepôts et pas ceux qu'on avait hier dans les usines. Et donc, du coup, quand même, on a ce sujet-là. Comment on réorganise nos activités productives, de quelle manière nous pouvons les réorganiser. Il ne s'agit pas... Moi, je mets un peu de nuance sur le terme de relocalisation. Alors, pour deux raisons. Peut-être la première, c'est parce que il est en train d'être abîmé assez fortement par un parti que nous combattons fortement, qui s'appelle le Rassemblement National, et qui parle du localisme. C'était intéressant de voir la manière dont ils ont amené les débats à l'Assemblée nationale sur le sujet et ce que ça nous invite, nous, à faire comme mouvement pour ne pas se faire enfermer dans un mauvais débat qui serait le seul débat du rapatriement des activités industrielles dans nos territoires. Et puis évidemment, ce serait aussi le repli sur nous-mêmes, une approche identitaire de la localisation de nos activités productives, c'est-à-dire nous on va vendre tout ce qu'on fait puis on n'achètera rien aux autres, ce qui paraît, vous imaginez bien le type de relation que vous pouvez entretenir avec les autres si vous commencez à raisonner de cette manière-là. Et donc du coup ça nous invite à affiner la question pour éviter un peu naïvement de dire on va tout fabriquer chez nous, ça sera moins polluant. C'est vrai, mais ça pose plein d'autres questions. Je ne veux pas forcément m'étendre là, mais on pourra en échanger après. Et pour mettre en perspective, il y a quelques points à partir de ce qu'on a entendu là, à mon avis, qui méritent d'être tirés. D'abord, et je posais la question tout à l'heure au Duralexien sur la stratégie. Moi, je pense que les salariés sont stratèges. J'ai plein d'exemples. J'ai engagé un Tour de France autour des questions de réindustrialisation, et je peux vous dire que partout où j'ai été discuter avec des salariés et en même temps, parfois avec des actionnaires, le bon sens, la perspective, la durabilité de l'entreprise, c'était dans les réflexions des salariés et pas du côté du capital. Pourquoi je dis ça? J'ai quelques exemples. J'ai été par exemple du côté de Pont-à-Mousson. Vous savez, toutes les plaques d'égout que vous avez... D'ailleurs, là-bas, il y a un truc, on se prend en photo en vacances quand on vient de Pont-à-Mousson avec une plaque pour montrer voilà, qu'on est du même endroit, qu'on a la même histoire. Et les histoires industrielles, ça compte dans la vie des gens. Il y a beaucoup d'endroits où on dit, je pense à Tefal, Romilly c'est Tefal c'est Romilly. Je ne sais pas si on dit ça à la chapelle Saint-Mémin, mais en tout cas, Duralex, c'est l'histoire aussi du territoire. Et à Pont-à-Mousson, il y a des hauts fourneaux pour fabriquer des canalisations. Et ils disent aujourd'hui, il y a une concurrence indienne, c'est une catastrophe. Par contre, s'il y avait un grand plan, parce que l'état de nos canalisations en France est quand même catastrophique, on a des enjeux de restauration de la gestion de l'eau de notre pays extrêmement importants. Et s'il y avait, voilà, c'est chiffré, ils donnent des éléments, ils ne vous disent pas ça par hasard, et bien s'il y avait une planification, une ambition en la matière, sans doute que nous pourrions tirer notre épingle du jeu et avoir une perspective. Et puis, si vous regardez dans d'autres pays qui ont d'ores et déjà intégré des salariés dans leur conseil d'administration, je pense à l'Allemagne, mais je pense à plein de pays européens, nous sommes parmi les derniers, alors on en a, mais très peu, vous remarquerez que dans de nombreux pays, on fait confiance davantage aux entreprises qui ont des salariés dans les conseils d'administration qu'à celles qui n'ont que des actionnaires. Parce qu'en vrai, le salarié, lui, il se préoccupe de la durée d'existence de son boulot et de sa boîte. Et que le porteur de capital, beaucoup moins. Il va avoir un intérêt qui s'inscrit beaucoup plus dans le court terme. Et donc, si nous considérons que les salariés sont des stratèges, alors nous devons, pour tirer une perspective nationale, profondément réformer la gouvernance des entreprises. Ça s'appelle une société. Voilà, faire société, tu disais tout à l'heure. Moi, je pense que faire société, c'est aussi dans l'entreprise, c'est pas réservé à un autre monde qui serait celui où on ferait société, et puis là, on ferait pas société. Moi, je pense qu'il faut faire sérieusement société. Il y a plein d'évolutions possibles, mais à minima, la première, c'est de permettre aux salariés d'entrer dans les conseils d'administration de manière massive, et non pas de manière secondaire. Aujourd'hui, c'est pour une entreprise de plus de 1000 salariés, s'il y a 8 administrateurs, il y en a un salarié. S'il y en a 12, vous en avez 2. Vous voyez, le gars qui est tout seul, ou la fille qui est toute seule, au milieu des administrateurs du capital, on va le dire comme ça, et le travail est du coup extrêmement faiblement représenté, et ça pose une difficulté. Donc du coup, pour moi,
il faut aller bien plus loin que ce que dit le programme du nouveau Front populaire, et ça arrive parfois, hein. Il faut être mieux disant. Le programme du nouveau Front populaire dit 1/3 de salariés dans les conseils d'administration. Il ne fixe pas d'ailleurs de seuil de nombre de salariés. Moi je dis à partir de 250 salariés, au moins la moitié doivent être des salariés. Et c'est un modèle qui est prouvé à différents endroits. Et moi il me semble que c'est absolument indispensable si on veut faire société, si on veut changer la donne dans les entreprises, si on veut associer les salariés. Alors, les scopes, finalement, c'est un peu ça. Hein, voilà. C'est un conseil d'administration, justement. Voilà, exactement. Les scopes sont un peu ça. Mais comme je pense pas qu'immédiatement on va transformer tout en scope, pour autant, on a un horizon qui existe, qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. On a des formes qui sont déjà éprouvées. Ça, c'est une première piste. Je vais pas forcément aller la tirer beaucoup plus loin. Deuxième élément, je pense qu'on ne réussira à réindustrialiser, on ne réussira à repenser le retour des activités productives, en tout cas la localisation de ces activités productives, sans donner aux salariés, en plus de leur place dans le conseil d'administration, des nouveaux droits. Parce que je crois que ce que je dis là invite aussi à raisonner sur ce que ça voudra dire être salarié dans une entreprise. Les réflexions que pose Pierre sur la réduction du temps de travail se coupent nécessairement avec la question de la qualité du travail. Et donc cette question de la qualité du travail, en creux, la lutte contre le mal-travail est pour moi une question centrale sur laquelle finalement on parle assez peu, il y a assez peu de perspectives, et je pense qu'en matière législative, il faut réarmer le droit du travail, il faut lui redonner une nouvelle perspective. Par exemple, quand vous allez travailler à l'usine dans une France à 50 degrés, est-ce que ça génère de nouveaux droits ou pas? Est-ce que vous avez un droit de retrait quand vous croulez sous la chaleur? Est-ce qu'on fait revenir les critères de pénibilité quand vous avez été exposé aux produits chimiques, etc., etc. Et il y a matière à se battre là-dessus et pas à subir cette rétraction permanente du droit du travail. Dans ce droit, il y a aussi la possibilité pour les salariés d'avoir, non seulement dans le conseil d'administration, mais aussi dans les CSE, un vrai regard sur la stratégie transition écologique des entreprises. Aujourd'hui, c'est dit, mais enfin, c'est très théorique. Il y a on appelle ça des BDSE, les banques de données sociales et environnementales dans les entreprises. Allez voir ce qu'il y a dedans, hein, ce qu'on met à disposition des salariés pour regarder un peu la perspective. Alors que je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Les aides qui sont attribuées aux entreprises, il n'y a pas de contrôle des salariés là-dessus. Il n'y a pas de possibilité de contrôle des salariés là-dessus. Quand vous pensez, je donne souvent cet exemple parce qu'il donne un peu la démesure, qu'une entreprise, je ne vais pas donner son nom, elle existe à Tours et elle existe à Grenoble. Il y a plein de gens peut-être qui vont la reconnaître, qui fabrique des semi-conducteurs, qui consomment beaucoup d'eau, qui consomment qui assemblent des matériaux qui viennent d'un peu partout dans le monde. Voilà, hein, et on va en avoir beaucoup besoin demain. Cette entreprise va toucher 2,9 milliards d'euros d'aide publique, sans contrepartie, évidemment. Personne n'a un regard là-dessus. Par contre, ils vont consommer, à certains endroits, à Grenoble, on dit 20% de l'eau potable de la métropole de Grenoble, et ici à Tours, on dit, mais c'est pas officiel, 10%. Sans personne n'ait eu un mot, une place pour discuter sur ces questions-là. Et ben pour moi, évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un droit de regard, il faut qu'il y ait un conditionnement, mais il faut aussi qu'il y ait un droit de regard dans l'entreprise, mais peut-être aussi dans le territoire sur cet argent public qui est diffusé de manière extrêmement forte. Trois derniers petits points, je vais aller très vite. Il y a la question, vous avez parlé des scopes, du modèle des scopes ou du modèle de l'économie sociale et solidaire. Évidemment, il y a un vrai sujet de soutien public en la matière. Vous regardez dans le budget de l'État, j'ai été rapporteur du budget de l'ESS dans le budget de l'État, c'est 20 millions d'euros l'ESS. Vous regardez l'économie dite traditionnelle, dont non soutenue, parce que souvent en plus le critique qui est fait à l'ESS c'est qu'elle serait sous respiration artificielle, c'est quand même assez dingue. C'est la critique du RN en principal, c'est à minima 140 milliards si on prend le CICE, et c'est même beaucoup plus je pense, parce que c'est dur à agréger. Vous voyez, on ne joue pas dans la même catégorie. C'est-à-dire que ce modèle-là, il n'y a pas de confiance dans ce modèle. C'est réservé à quelques activités bien sympathiques. Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et par exemple, dans les marchés publics, il y a un travail absolument colossal à faire pour réserver des parties de marché public. Il y a de l'intermédiation à faire pour que les acteurs de l'ESS, vous voyez, quand vous avez France 2030, qui est un plan qui prépare la France de demain, et ben du coup, dedans, il n'y a quasiment aucune entreprise de l'ESS qui arrive à accéder au financement de France 2030. Et il faut transformer ces dispositifs publics pour qu'ils puissent y accéder. Ensuite, et je finis là-dessus, c'est un peu pour Duralex, il y a un certain nombre de sujets, j'ai parlé de planification tout à l'heure, sur lesquels nous pouvons porter des lois qui vont faire avancer les choses. Vous travaillez dans le verre, par exemple. Moi, je suis porteur d'une proposition de loi pour le retour de la consigne du verre, par exemple. Voilà. Ça changerait un peu la donne, la manière, l'activité, la façon dont vous travaillez. Et évidemment, c'est aussi à cet endroit
qu'on a un impact direct sur l'activité économique qui peut être la vôtre. Et puis, je voudrais peut-être conclure là-dessus. Moi, je crois profondément que nous avons besoin de réinventer ces activités productives, mais qu'elles n'ont pas juste le visage de Tesla. Je prends Tesla parce que c'est un peu ce qu'on est en train de vous vendre. On vous vend le retour de la Gigafactory qui va reprendre pied dans vos territoires. Sauf que cette Gigafactory, quand elle existe, on n'a pas inventé la vie qui va avec. Souvent, elle crée des déséquilibres majeurs parce qu'il y aura la Gigafactory, puis à côté les déserts productifs, et ça sera la même vie qui sera proposée aux gens. Moi, je crois que l'activité industrielle a profondément évolué, que la statistique est plus à jour d'ailleurs. Par exemple, toutes les activités de réparation, les activités qui font durer des produits, quand tu parles de consigne, ça veut dire qu'il faudra s'inscrire dans une économie de la fonctionnalité, avoir une perspective de l'usage et non pas de la production de biens. Ça, c'est de l'activité industrielle. Et donc, tous les artisans, s'il y en a ici, vous faites partie de l'activité industrielle. Et l'économie sociale et solidaire, elle a vocation à se saisir profondément de la question de la production, et Duralex en est un excellent exemple. On va passer les micros tout de suite. Je vous demande de lever la main. On fait comme d'habitude, la fermeture est claire. Une femme, un homme, une femme. Oui, je descends. Et en fait, dans le mouvement des écologistes, il y a des chefs d'entreprise. Et les petits. On n'est pas le gros patronat, il faut arrêter à un moment donné. Et clairement, je vais être trivial, ça me saoule. Pourquoi? Parce que quand on est une petite boîte, on est né, pour faire concrètement, on est 6 mois avant le Covid. On est une SARL, une petite maison d'édition. On va peut-être potentiellement, à partir de janvier, embaucher notre première salariée. Et on est super fiers. Mais en fait, on est pour le SMIC à 1006. Mais en fait, c'est bien beau d'en parler. Mais nous, on est déjà en partie convaincus qu'il faut le faire. Mais c'est sa mise en application pour une petite boîte. Parce que nous, on n'a pas une trésorerie extensible. Et ça, on l'oublie. On parle aux salariés. Oui, il faut augmenter. Oui, d'accord, ok. Moi, concrètement, ma compagne, on se verse 1000 balles par mois. Concrètement, ça veut dire que les personnes que je vais embaucher vont gagner plus que moi. Et nous, on a une notion qui est chez nous d'une ratio du salaire de 1 à 7. Au grand max. On n'y est pas encore, peut-être un jour, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que vous avez, pour avoir discuté avec des personnes d'un monde entrepreneurial de gauche qui sont pour, certains ont des craintes. Alors imaginez-vous des droitards. Donc c'est les cotisations sociales, tout ça, les cotisations patronales, combien elles vont augmenter? Parce que moi je suis dans l'économie réelle, hein, je peux pas exporter mon activité. Donc concrètement, combien ça va me coûter? Parce que moi, si on prend par exemple 500 € en plus, ou sur plusieurs têtes de pipe en cotisation, ça me fait une embauche en moins. Parce que moi, mon but, c'est de créer de l'emploi. C'est pas de me faire défoncer la gueule par des cotisations sociales et patronales qui m'empêchent de vivre. Et je veux pas du tout. Je sais que ça détonne dans mon discours, mais c'est important pour moi de savoir en fait combien je vais embaucher et aussi d'améliorer. Et je suis d'accord d'améliorer les conditions de travail, voilà, d'avoir une économie plus verte, des productions plus propres et tout ça. Par exemple, si on prend moi dans le monde de l'édition, vous savez très bien, vous avez Clarousse, tout ça, et c'est Bolloré qui gère ça. Il est en train d'écraser l'édition indépendante. La présence des éditeurs indépendants est de moins en moins présente. C'est vraiment des questions concrètes. L'économie, vous ne pourrez pas augmenter les salaires, vous ne pourrez pas... On a compris la question. Ouais, mais c'est important. Il y a d'autres entrepreneurs voilà. Je pense qu'ils vont vous répondre juste après. Bon, je vous passe la parole, madame. Donc je voulais un petit peu partager avec vous quelques réflexions que j'ai eues sur la relocalisation. En fait, tout simplement par le fait que si on prend par exemple l'industrie automobile en France, et ben l'industrie automobile en France, une entreprise automobile en France, de par sa logistique amont, c'est-à-dire importation, fournisseur, usine, et de sa logistique aval, distribution worldwide, eh bien, elle brûle une forêt des Landes par an.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc dire que la relocalisation, c'est pas forcément ce qu'il y a de prioritaire, je pense qu'en termes, de manière écologique, c'est absolument fondamental. Maintenant, effectivement, ça ne se fait pas comme ça et c'est très compliqué dans la mesure où on a tout un tissu de fournisseurs qui est déjà implanté à l'autre bout du monde, notamment en Asie, notamment... et il y a tout un savoir-faire qu'on a perdu parce que depuis déjà 30 ans, eh bien, on a choisi le bail plutôt que le mec dans les choix make or buy. Et donc du coup, ça veut dire que, eh ben, on a exporté tout ce savoir-faire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a aussi tous les matériaux qui sont absolument indispensables, les matières premières. Et il y a aussi la pénibilité de certains travaux qui sont à l'origine et à la base, qu'il faut peut-être aussi choisir d'importer. Ces réflexions étant faites, je me dis que finalement, il faut peut-être aussi se dire qu'est-ce qui est prioritaire. Choisir les secteurs prioritaires, tout ce qu'on peut gagner. Quelles sont les victoires rapides? Déjà, commençons par les victoires rapides et commençons déjà par importer ce qui peut être, tous les fournisseurs qui peuvent être réimplantés en Europe. On commence par une échelle européenne et pourquoi pas, on fait ça avec l'Europe. Ensuite, on fait ça à une échelle, deuxième step française, et troisième step, département, localité, région, on va dire. Bon, c'est très idéaliste comme schéma, mais c'est vraiment un travail qui doit être fait, à mon avis, conjointement avec l'Europe, dans la mesure où tous les pays doivent fonctionner en même temps pour que les États... de manière à assurer à ce que les emplois soient préservés et soient cohérents. Voilà. Donc c'était ça ma réflexion et c'était ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors un petit détour pour me présenter un petit peu. Donc Pierre Babelot, je suis du cabinet Syndex, donc, qui a accompagné les gens du Ralex par rapport à cette... passage en scope. Par ailleurs, donc Syndex c'est aussi une scope. Ça fait 50 ans qu'on est en autogestion avec 450 salariés, donc on sait de quoi on parle quand on parle de scope et d'autogestion, hein, ça a été évoqué. Et on travaille pour les représentants des salariés, donc les CSE que tu évoquais, Charles. Voilà. Donc par ailleurs, moi je suis expert économique sur tout ce qui est réindustrialisation, donc à travers la loi Florange, CV de site, etc. Et j'interviens sur Blois, qui est d'actualité, hein, l'entreprise dont vous parliez tout à l'heure sur Blois et qui est furieusement d'actualité. Hein, donc voilà, ce que je voulais faire, c'est témoigner d'une chose. Premièrement, quand les salariés disaient ce serait bien qu'on se réapproprie notre stratégie, etc., on peut se dire oui, mais les directions, c'est leur job de faire de la stratégie, de vraiment savoir ce qu'elles font et tout. Quand Charles disait il faut faire en sorte que les salariés soient stratèges, etc. Mais je tiens à témoigner d'une chose, c'est que les directions ne sont pas toujours stratèges. Sont pas toujours stratèges. C'est gravissime. Moi, j'ai vu des sites fermés alors qu'il y avait une compétence énorme, reconnue mondialement, et que on disait non mais finalement vous atteignez pas les résultats qu'on espère, etc. Et donc on va fermer. C'est criminel, enfin, moi je tiens à le dire, c'est vraiment complètement criminel. Et je tiens à témoigner que quand les salariés disent nous on a des solutions auxquelles n'auraient pas pensé les directions, je pense et je suis certain qu'il faut les croire. Il faut les croire parce que eux savent mieux que beaucoup de personnes de la direction ce qui est bon pour la pérennité de la société. Ce qui les préoccupe, c'est la pérennité de la société. C'est pas de dégager des millions et des millions de résultats. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, bravo à vous. Vraiment, c'est une belle initiative. Après, la question que j'avais envie de vous poser, c'est la suite. Parce que quelque part, vous avez franchi une étape super importante. Mais après, c'est la suite. Comment faire vivre cette autogestion, cette démocratie, cette scope
au sein de... Voilà, sachant que je comprends que vous avez une direction, enfin, le directeur était un peu vieux jeu, donc ça va pas forcément être facile non plus de le faire comprendre un fonctionnement d'une scope. Donc voilà, je tenais à avoir... Voilà, j'avais cette question-là. Merci. Moi, je suis chef d'entreprise aussi. Notre point de vue, justement, sur les questions de la manière dont on doit accompagner aujourd'hui le monde économique, etc., elles viennent aussi de notre propre expérience. Et ce mythe sur lequel je suis revenue en introduction en disant il y a l'économie sérieuse qui n'a pas besoin d'être soutenue par les pouvoirs publics, etc., et qui fonctionne bien, et qui est très rentable, et qui est très rationnelle. Et il y a une économie un peu de rêveur. C'est un mythe total, c'est faux. Nous, on demande juste à être traités équitablement et avoir un peu les mêmes règles du jeu, au contraire, que les entreprises que vous avez décrites, hein, dont le souci principal est de faire remonter des bénéfices aux actionnaires. Voilà. Donc, je voulais le dire comme ça, vite fait, mais voilà. Bon, je conclurai après en vous disant un autre mot. Sur les questions qui ont été posées, vous pouvez réagir sur celles que vous voulez. Oui, je veux bien réagir. Ouais, ou sur comme vous voulez. Non, c'est toi qui... Bon, on inverse l'ordre. Je vais réagir là et là. Alors, on aime les patrons. Moi, j'aime les patrons. Il n'y a pas d'opposition. Et c'est pas parce que j'ai fait une intervention sur ce sujet-là, parlant particulièrement de la place des ouvriers, que forcément, il y a un regard bien au contraire. Moi-même, j'ai été entrepreneur. Et donc, du coup, il n'y a pas de sujet là-dessus. D'ailleurs, peut-être dans ce que vous avez évoqué, il y aurait un fil à tirer qui est celui de la maltraitance des sous-traitants. Des règles du jeu sur des secteurs économiques comme l'édition où certains écrasent les autres, et toutes les règles du jeu. Il y a profondément des choses à revoir là-dessus. Et donc pour moi, j'oppose pas. Et d'ailleurs, pour presque finalement, dans l'entreprise un peu idéale pour moi, qui est la SCOP, et ben finalement le patron et le salarié, ça se distingue pas. Voilà. Et donc du coup, c'est pas l'enjeu, c'est comment on fait société. Et quand on fait société, et ben c'est comment l'intelligence collective peut fonctionner. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition. Sur le SMIC, je pourrais vous passer du temps à vous faire le programme du NFP. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand c'est annoncé, on va augmenter le SMIC à 1600, on ne dit pas les mesures d'accompagnement qui vont avec, on le dit après. Et nous, les députés, on le dit vite, oh là là, attention, mais il y en a des mesures. Donc je ne vais pas le faire, parce que sinon ça serait un tout petit peu long. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour accompagner, parce qu'évidemment, voilà, pour les petites entreprises, pour l'agriculteur, il n'y arrivera pas. Sur ce que vous avez dit sur la je partage. J'ai pas le temps d'aborder tout quand on fait cette discussion, mais moi j'aurais commencé par dire qu'il faut être dans une approche d'une économie des besoins et non pas une économie de l'offre. Et donc si on est dans une économie des besoins, on a réfléchi à ce dont on a besoin. Ce qu'on ne sait pas bien faire, on aura réfléchi à quelle filière on a envie de voir prospérer, quelle filière et dans quelles conditions. Et on aura réfléchi à quelle filière va disparaître, va se restreindre, va se transformer. Et c'est tout ce travail-là qui est devant nous et qui n'existe pas. Mais pour moi, je pense profondément que ce travail, on ne le fait pas en chambre, hein, à un endroit où il y a personne, mais que c'est bien un travail qui concerne évidemment des perspectives européennes, nationales, territoriales. Et je suis convaincu qu'il faut travailler cette question de la réindustrialisation et des perspectives des filières comme ça. Voilà. Et donc du coup, sur la voiture, si on dit besoin, est-ce qu'on aura besoin de voitures comme hier de la même manière? Évidemment non. Sur la façon dont on les fabrique, moi je crois à l'idée qu'il puisse y avoir des micro-usines, pas forcément que des gigafactories. Il y a plein de manières d'aborder cette question. Merci. Alors, on continue dans ce sens-là et je vais vous demander d'être bref si c'est possible pour respecter le ton. Ah ouais, c'est un atelier, on donne la parole aux gens. Il est grand le mystère de la foi, vas-y. Même avec ça, il arrive à faire rire tout le monde. Quel talent. Alors, en t'écoutant et en écoutant Charles, en écoutant Charles tout à l'heure qui parlait de consignes, je me dis qu'il y a un sujet crucial dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, c'est quand même qu'il faut une vraie métamorphose de notre économie pour faire éviter la catastrophe climatique. J'ai juste deux graphiques. Je pense qu'ici on est tous convaincus. Non, pardon, je ne rigole. On est tous convaincus, mais il faut demander quand même pourquoi le pays ne bouge pas. Est-ce qu'on se donne les moyens? Juste, j'en ai marre de trimballer mes graphiques et que tout le monde rigole. Mais je me souviens, le chef de cabinet d'Angela... Non, pardon, les amis, est-ce qu'on veut gagner la bataille des idées ou est-ce que juste on se fait plaisir jusqu'à se flinguer tous? Je me souviens, le chef de cabinet d'Angela Merkel, donc j'étais député européen, rapporteur général du budget, et le chef de cabinet de Merkel me dit qu'il n'a que 20 minutes pour me recevoir. Je me dis que c'est déjà bien, voilà. Et je commence avec ce graphique qui montre que le nombre de catastrophes climatiques a triplé. C'est pas mon opinion, c'est pas Pedro qui vient lui apprendre la vie, c'est une courbe des sociétés d'assurance qui dit que le nombre de catastrophes climatiques a triplé. Donc il prend la courbe, il la donne à son équipe. Puis après ça, finalement, le gars m'a dit qu'il avait que 20 minutes, il m'a gardé 1h25. Voilà. Et à la fin, il a appelé le conseiller Europe de Merkel. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même qu'on se dise,
on a tous conscience de l'urgence, sinon on ne serait pas là. Comment est-ce qu'on arrive à provoquer une métamorphose? Deuxième graphique, pour montrer que le problème est en train de s'aggraver. On a fait une exposition au cœur du Parlement européen. La plupart des députés même ne comprennent absolument pas l'urgence. Ils ne comprennent pas que le problème est en train de s'aggraver. Ça, c'est le CO2 dans l'atmosphère depuis 1958. Ça montre déjà que en 1958, les scientifiques américains pensaient qu'il y avait un gros problème avec le CO2 pour mettre en place un observatoire à 3000 mètres d'altitude pour mesurer le CO2 tous les jours. Mais dans les années 60 et 70, le CO2 augmentait de plus 0,8 ppm chaque année, plus 0,8. Depuis 5 ans, ça augmente 3 fois plus vite. Ça va 3 fois plus vite. Quand certains nous disent on peut faire une pause, on a fait la moitié du chemin, ben non, quand le réchauffement climatique fait des feux de forêt, les feux de forêt font du CO2. Donc même l'an dernier, quand Macron a dit « regardez, la France a fait moins de CO2 », évidemment, vu l'évolution du prix de l'énergie, la plupart des grosses usines se sont arrêtées. Donc on a un peu baissé notre production de CO2 qui vient de l'économie, mais les feux de forêt, on fait plus que compenser. Donc on n'est pas sur un truc très rigolo. D'ailleurs, je vois que j'en arrive à déclencher aucun rire, et c'est un peu normal. Non mais le problème, le monstre est en train de vous échapper. Même quand le CO2 qui vient de l'économie diminue un peu, les feux de forêt, un peu plus de 400 morts en Australie, on n'a pas beaucoup dit, mais les feux de forêt, c'est plus de 400 entre ceux qui crèvent en une minute et ceux qui meurent au bout de 2 semaines à l'hôpital, et ça veut dire que ça peut nous arriver à tous. Donc on est face à un problème qui est en train de nous échapper et qu'on n'arrive plus, je ne suis pas Europe Écologie, mais j'ai quand même les mêmes combats, on n'arrive pas à mettre en tête de gondole. Donc il faut quand même se demander comment est-ce qu'on fait pour convaincre un maximum de gens qui ne sont pas déjà convaincus de l'urgence et des solutions. Et dans les solutions, quand tu parlais des consignes, Charles, moi à chaque fois que je mets des bouteilles à casser, quand je fais le tri, comme tous les bons, je fais mon tri, je mets les papiers ici et les bouteilles, mais je me dis, mais putain, on est débile de casser les bouteilles alors qu'elles n'ont servi qu'une fois. Quand j'étais petit, à Périgueux, on mettait nos bouteilles, le laitier arrivait avec des bouteilles, et c'était les mêmes bouteilles qui servaient pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et on vivait quand même bien. Et le fait de casser les bouteilles à chaque fois, je me dis, mais on est débile. Donc oui, il faut mettre en place des consignes le plus vite possible, mais ça veut dire aussi que les copains et les copines de Duralex doivent intégrer ça. Et quand vous dites qu'il y aura 3 ou 4 lignes, je sais pas, je connais pas votre, mais je suis pas sûr que le top du top, ce soit qu'il y ait 3 ou 4 lignes qui consomment de l'énergie pour faire toujours plus de verre. Ok, super. Non, c'est pour vous dire que donc... Non, mais tant mieux, mais c'est juste pour dire qu'on a besoin de penser, et je pense qu'une métamorphose complète de notre système économique, et que ce qu'on a dit ce matin, c'est super important, mais ce n'est qu'une première étape. Voilà, parce qu'on a vraiment besoin de diviser par 4, et ça change tout. Donc oui, il faut relocaliser, mais il faut consommer énormément. Bah, mon pantalon est troué, c'est pas pour faire jeune, c'est parce que c'est un pantalon qui a des années, et qu'effectivement, il s'est troué. Quand j'ai vidé mon bureau à Bruxelles avec mes 15 cartons, je l'ai foutu, et je le garde. Et hier, j'avais une chemise qui était complètement élimée. Mais si on fout à la poubelle nos jeans et nos chemises ou nos petites robes, dès qu'elles sont élimées, on s'en sortira pas. Donc je pense que la sobriété, c'est dans la vie quotidienne, mais c'est aussi des règles du jeu. A priori, on doit consigner les bouteilles au lieu de les casser, et donc on produira moins de verre. Réparation aussi, il y a des couturiers qui peuvent très bien. Sur la taxe à la délocalisation qui serait très importante de mettre en place. Voilà. La taxe à la délocalisation. Voilà. Ouais. Je partage ce que Madame souhaitait partager avec vous. Je t'en prie, Souleymane. Pour répondre à la question, le 2 septembre, nous avons la rentrée des classes à Duralex. On a un partenariat avec le SLIP français et le slogan c'est « Allons enfants dans la cantine ». Donc c'est là qu'on va présenter notre présentation marketing, commerciale, et c'est là qu'on va justement tout expliquer. Donc je vous invite à venir. Donc on a un super rendez-vous, je vous invite à les applaudir très chaleureusement. Là, la suite de Duralex, en fait, c'est qu'on a plein de partenariats avec d'autres partenaires où on va mettre en parallèle nos gobelets avec eux ce qu'ils proposent. Voilà. Ça peut être de la pâte à tartiner, ça peut être de la bougie. On a plein d'idées comme ça. Je voulais juste rajouter une petite chose et dire à M. Babelot que je suis complètement en phase avec ce qu'il disait, c'est que qui mieux que les salariés qui sont au centre de l'outil de travail qui sait ce qui est bien pour l'entreprise et pour assurer une pérennité, une durabilité. Pour pas faire de jeu de mots. Voilà, il y a un état d'esprit qui est un peu particulier chez nous, chez Duralex, un esprit de famille, l'envie de voir évoluer l'entreprise
sur de longues années, de vouloir faire fonctionner. Et en fait, cette position qu'on a aujourd'hui, qui va devenir salarié, associé, qui fait qu'on a un état d'esprit, on s'investit vraiment dans l'entreprise et on a vraiment envie que ça fonctionne. Donc voilà, on appelle à tous les Français à venir soutenir la marque Duralex et à acheter français. Pour vous, quand on tourne à 1 ligne ou à 5 lignes, on ne consomme pas plus. Justement, il faut qu'on arrive à saturer le four. Et en montant à 3 ou 4 lignes, on saturera le four, mais on ne consommera pas plus. On va saturer le four Duralex. Donc c'est notre but. Le 2 septembre, rendez-vous à la Chapelle Saint-Mémin chez Duralex pour l'inauguration, la présentation, etc. Juste, je fais de la pub intra-JDE. J'ai pas parlé des politiques européennes, puisque j'étais élue récemment députée européenne et je siège à la commission commerce international. Notamment, on a parlé de concurrence déloyale et de relocalisation, c'est un sujet capital. L'atelier a lieu maintenant, 11h30, donc je vais en parler, mais tout à l'heure. Demain, avec Charles, on fait un atelier sur le travail aussi. Donc ce sujet de la réindustrialisation des entreprises, justement de cette autre économie, de cette économie qu'on veut soutenir, qu'on veut voir se développer, on va continuer à l'aborder dans ces JDE. J'espère que vous serez nombreux pour venir assister. Et vraiment, n'hésitez pas à poursuivre l'échange. J'ai vu des mains levées, mais on doit conclure. N'hésitez pas à venir poursuivre les échanges avec nos intervenantes et intervenants, que je remercie encore une fois très chaleureusement. Merci à vous d'avoir participé.